Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence organisée par les éditions VK en partenariat avec l'AMNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux en santé comme en prévoyance qui protège plus d'1 million de personnes. Donc, penser la PSC dans le cadre d'un modèle solidaire et mutualiste, c'est l'objet de notre webconférence, avec donc quel choix, quelles possibilités concrètement aujourd'hui pour s'inscrire dans ce modèle. Nous reviendrons également bien entendu sur l'accord du 11 juillet dernier et sur ses principales dispositions. Et donc, pour en parler avec nous durant cette heure, trois intervenants experts que je remercie déjà d'être présents, d'être là avec nous aujourd'hui. Et je m'empresse de vous les présenter. Donc, alors, Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes maire de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, porte-parole de la coordination des employeurs publics territoriaux. Également avec nous, donc Laetitia Allu, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice des départements emploi et prévention au CIG de la Grande Couronne. Et puis, donc, avec nous également, Laurent Bezosi. Bonjour, Laurent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Vous êtes vice-président de la MNT, président de l'Observatoire MNT social et territorial, trésorier général de la mutualité fonction publique et administrateur de la Fédération nationale de la mutualité française. Voilà, donc, alors je vais vous inviter également tout au long de cette heure à poser vos questions à nos intervenants. Vous avez pour cela une icône question que vous pouvez voir normalement sur votre écran. Alors, nous tâcherons dans la mesure du possible d'y répondre du coup, donc, tout au long de cette heure, et on gardera certainement aussi un petit temps en fin de webconférence voilà, pour échanger et répondre aux questions auxquelles on n'aura pas pu répondre durant la webconférence. Donc, restez bien avec nous. Et puis, je termine en vous indiquant que cette webconférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mise en ligne et dont le lien vous sera envoyé très rapidement par mail dans les jours à venir. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue parce que c'est un sujet important et il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais tout de suite me tourner vers vous, Philippe Laurent, sur cet enjeu de solidarité, justement, qui est au cœur de la réforme actuelle de la PSC. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien malgré ma voix un peu éraillée. Alors, c'est un enjeu de solidarité, naturellement, chacun le comprend. C'est aussi, il faut le dire, un enjeu d'attractivité important pour la fonction publique et notamment pour la fonction publique territoriale. Je veux simplement rappeler que jusqu'en 2011, c'est-à-dire il y a 12 ans seulement, les collectivités territoriales, les employeurs territoriaux n'avaient pas la possibilité de participer aux dépenses de protection sociale complémentaire de leurs agents, pour ceux d'entre eux en tout cas qui souscrivaient soit un contrat de prévoyance, soit un contrat de mutuelle santé. Elles ne pouvaient pas le faire. Alors certaines le faisaient par des voies détournées, mais elles ne pouvaient pas réglementairement le faire. Le décret de 2011 a permis que ce soit fait. Maintenant, nous sommes dans un système où il y a une obligation de participation des employeurs publics territoriaux à un niveau qui est précisément l'objet de l'accord qui a été négocié avec les organisations syndicales. Je crois que nous sommes très en retard. Je le dis, nous sommes très en retard sur le secteur privé, qui depuis longtemps a franchi le pas avec l'accord national interprofessionnel. Et donc, il faut absolument que la fonction publique, et notamment la territoriale, donc rattrape ce retard. C'est un sujet de solidarité, c'est un sujet de santé au travail, c'est un sujet aussi d'attractivité pour nos agents. C'est la raison pour laquelle les employeurs territoriaux se sont mobilisés au travers donc, de la coordination des employeurs territoriaux que nous avons mis en place il y a quelques années pour engager, au-delà des textes et au-delà de l'application, la mise en œuvre de la loi du SOP, pour engager donc cette négociation avec les organisations syndicales pour aboutir à cet accord signé au début du mois de juillet. Donc on a vraiment, c'est vraiment absolument majeur pour nos agents. Je rappelle, la territoriale, c'est presque 2 millions d'agents, c'est donc beaucoup de salariés, c'est 8% en fait de la population active en France, c'est donc un très grand nombre de salariés. Nous avons besoin de ces salariés qui sont des salariés qui travaillent auprès des gens. Nous en avons absolument besoin pour faire fonctionner notre société. Ce sont en plus des salariés qui ont donc des rémunérations relativement faibles, voire même faibles. Et donc, nous avons ce devoir collectif
ça passe à travers les collectivités employeurs, mais c'est un devoir de la société. Nous avons ce devoir collectif de pouvoir les accompagner dans les coups durs de la vie. Ça fait vraiment partie de notre responsabilité sociétale à nous, employeurs territoriaux. C'est pour ça que nous avons donc voulu avancer le plus vite possible, malgré les grandes difficultés que suppose ce genre de choses dans la conclusion de cet accord et maintenant dans la transposition qui doit en être faite. On y reviendra effectivement dans la deuxième partie de cette webconférence pour rentrer un petit peu plus dans le détail parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de questions autour de cette transposition, de cet accord justement. Et je rebondis sur ce que vous veniez de dire sur l'enjeu de solidarité et d'attractivité justement. Se pose une première question autour de la solidarité entre les collectivités. Effectivement, il y a dans ce qui est prévu un montant plancher, mais pas de montant plafond. Est-ce qu'on ne rentre pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rentrer en concurrence et un risque d'inégalité entre les collectivités? Comment justement maintenir cette solidarité dans ce contexte? Alors, je ne sais pas si Philippe Laurent voulait poursuivre ou voilà, si… Oui, non, mais juste un mot pour ne pas évidemment accaparer la parole sur cette question. Vous avez tout à fait raison, mais c'est le propre aussi de la fonction publique territoriale. Le propre de la fonction publique territoriale, c'est garder un équilibre entre une fonction publique unifiée, avec des règles unifiées, et dans laquelle les agents gardent leurs droits acquis auprès d'autres collectivités, mais dans laquelle ils peuvent muter, ils peuvent changer d'employeur. Et d'ailleurs dans laquelle les employeurs aussi sont libres de leur recrutement. C'est un équilibre qui peut paraître assez instable, mais qui, pour finir, a pas mal tenu depuis la création, donc au début des années 80, et qui a permis aux collectivités territoriales de prendre la pleine mesure de leurs responsabilités depuis maintenant donc plus de 40 ans. Voilà, donc je pense que ce risque, il est réel. C'est le même risque d'ailleurs, d'une certaine manière, dans les entreprises, dans le milieu professionnel, dans le milieu des entreprises. Il n'y a pas tellement de différence en réalité. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est évidemment fixer un minimum. Donc ça, c'est le cas pour ce qui concerne la participation. En tout cas, c'est l'objectif. Maintenant, il y a un maximum quand même, il y a un plafond quand même concernant le RIFSEP. Je parlais du RIFSEP, il y a quand même un plafond pour le RIFSEP. Alors après, on peut détailler. Mais l'important, vous savez, le pas qui a été franchi, dans le fait que les employeurs territoriaux acceptent la participation obligatoire est un pas très important. Je peux vous dire qu'en 2015, même encore, en 2015, pour prendre cet exemple-là, c'était pas du tout le cas. C'était un refus. Ils ne voulaient pas de dépenses supplémentaires. On a franchi un grand plafond dans la conscientisation du rôle de l'employeur territorial. C'est important. Donc effectivement, c'est un danger, mais ce danger de différenciation entre collectivités existe, mais il est, je dirais, pour l'instant, secondaire par rapport vraiment au progrès qui est fait envers les agents, ou en tout cas une grande majorité d'agents. Je voyais Laurent réagir. Vous voulez prendre la parole, Laurent? Oui, c'était juste dans la continuité des propos du président Philippe Laurent, saluer l'accord collectif du 11 juillet. D'abord rappeler que cet accord collectif est le premier dans la fonction publique territoriale, puisqu'en fait il est issu d'une ordonnance de 2021. Ce n'est pas l'ordonnance PSC, c'est l'ordonnance sur les accords collectifs dans la fonction publique. Alors, fonction publique d'État, dans les 3 fonctions publiques, il y en a déjà eu, mais saluer celui-ci, saluer le travail, le dialogue entre les organisations syndicales et le collectif des employeurs territoriaux qui a permis effectivement, Philippe Laurent l'a dit, c'est une petite révolution dans les esprits qui a permis d'aboutir à la mise en place très rapide finalement dans un an et quelques mois. Si le gouvernement, si les pouvoirs publics sont au rendez-vous de cet accord et finalement s'ils transposent en droit positif l'accord du 11 juillet, ce qui aujourd'hui… On en revient, on me permet de vous interrompre, on poursuivra tout à l'heure. On rentrera un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, on va enfin considérer que la prévoyance est un vrai risque. Un risque qui touche tous les âges de la population, contrairement à la santé, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui est linéaire, le risque est linéaire santé avec l'âge. Là, le risque, il ne dépend pas de l'âge en matière de prévoyance. L'accident
vous avez de jeunes pompiers en pleine forme, sportifs, et qui se blessent et qui ne peuvent plus travailler, sont en incapacité, voire en invalidité. Ils ne pensaient pas l'être. Et là, la situation, elle est catastrophique. Catastrophique. Vous arrivez très vite, vous êtes réformé, parce qu'à l'État, vous êtes peu réformé, mais dans les collectivités territoriales, il y a une incitation à la réforme, puisque lorsque vous êtes réformé, vous sortez des effectifs de la collectivité, et donc vous sortez budgétairement de la collectivité, ce qui n'est pas le cas à l'État. Donc il y a quand même une incitation de l'employeur à aller vers la réforme qui n'existe pas ou peu chez nos collègues de l'État. Et donc ce risque-là, il fallait l'assurer, il fallait le mutualiser, il fallait arrêter que des collègues à nous se retrouvent dans des situations financières incroyablement difficiles, en plus de la maladie, en plus de l'handicap. Et donc, c'est vraiment un pas extraordinaire qui a été franchi. On va passer de moins de 800 000 collègues aujourd'hui assurés en prévoyance à 2 millions de collègues qui seront assurés. Je ne sais pas si la date du 1er janvier, on se le dira tout à l'heure, hein, si la date du 1er janvier 2025 sera tenue. Il y a sans doute, il y aura peut-être un petit décalage, mais globalement, dans une perspective de 2-3 ans, 2 millions, la totalité des agents territoriaux seront garantis contre ce risque prévoyance qui, une fois de plus, quand on est en pleine santé, peut paraître extrêmement éloigné, mais qui pourtant nous touche tous potentiellement au coin de la rue dans quelques minutes. Donc, c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, ce risque n'était pas mutualisé. Et en plus, ce risque, les assureurs, qu'ils soient mutualistes ou pas d'ailleurs, qui acceptaient de le prendre, n'arrivaient pas à l'équilibrer. Parce que souvent, les seules personnes qui avaient recours à cette assurance étaient des personnes qui potentiellement savaient qu'elles allaient mobiliser cette assurance. Or, un risque, par définition, c'est quelque chose qui est imprévu. Je suis désolée, oui, on y reviendra, je pense, dans la deuxième partie un peu plus longuement, quand on présentera justement les principales dispositions aussi de cet accord qui introduit des avancées en matière de prévoyance, justement. Je voyais Laetitia, simplement, qui réagisse et je voulais savoir voilà, si vous souhaitiez réagir au propos de Laurent et de Philippe Laurent. Alors, attention, votre son est coupé, simplement. Ah, pardon, merci. Oui, non, je partage ce qui a été dit et sur la frilosité jusqu'à il y a quelque temps des employeurs à aller vers le caractère obligatoire de cette participation. Et c'est vrai que quand on était dans les années 2010 et que les premiers textes sont sortis, on avait comme idée de mettre un pied dans la porte en disant à certains employeurs, c'est pas grave, mettez le minimum si vous voulez, mais mettez quelque chose pour au moins pouvoir offrir le ticket d'entrée à vos agents. Et donc on a quand même en 10 ans parcouru un sacré chemin, je trouve, grâce notamment aux opérateurs, hein, enfin qui ont travaillé au corps les employeurs, fait prendre conscience aux agents des enjeux. Et je souscris aussi au fait que l'accident le dimanche à vélo n'arrive pas qu'aux autres, que même la grossesse qui nécessite de la maladie ordinaire très longtemps avant le congé mat n'arrive pas qu'aux autres. Alors c'est vrai que moi en plus je suis en région parisienne, donc ça arrive beaucoup. Et donc les problématiques de perte de traitement avec des loyers qui eux ne passent pas à demi-loyer, en réalité n'arrivent pas qu'aux autres. C'est c'est tout l'enjeu en fait de sensibilisation des agents. Les employeurs l'ont compris et maintenant c'est les agents qu'il faut sensibiliser. Alors on vient de le voir, hein, donc c'est une opportunité. On a vu les normes avancées. Il y a un risque peut-être aussi de charges financières, de coûts supplémentaires, notamment je pense aux plus petites collectivités. On parle de la solidarité. Comment faire face à cela? Il y a un enjeu déjà, c'est la question de l'anticipation de la mise en œuvre de cette réforme. Philippe Laurent? Oui, alors, dans toutes les questions qui concernent les ressources humaines et qui essayent d'être traitées de manière coordonnée par la coordination des employeurs territoriaux entre les différentes associations d'élus, que ce soit la révision des grilles, que ce soit des augmentations de points d'indice ou que ce soit des obligations nouvelles qui sont faites aux collectivités, par exemple sur la PSC ou encore sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Chaque fois que nous discutons de cela avec le gouvernement, alors nous discutons en général avec le ministre de la fonction publique.
Mais nous demandons qu'il y ait présent autour de la table les ministres des collectivités locales et le ministre en charge du budget. Parce qu'on ne peut pas discuter de cela de manière sereine, c'est-à-dire dans l'intérêt à la fois des agents et de la qualité de service public. On ne peut pas en discuter s'il n'y a pas une forme de cohérence au niveau gouvernemental. Quel que soit le gouvernement, ce n'est pas une question de ce gouvernement, c'est toujours été comme ça. En effet, nous sommes comptables, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, du service public, au même titre que l'État. Et l'État aussi est comptable de ça. Nous sommes aussi l'État, en réalité. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire, bon, le ministre de la fonction publique dit, bah, écoutez, voilà, moi, j'augmente ou on décide d'augmenter le point d'indice, ou je décide d'attribuer une prime, etc. Et puis vous débrouillez pour le financer. Ça n'est pas possible. Ça n'est en tout cas moins possible aujourd'hui qu'avant, puisque les collectivités territoriales ont beaucoup moins de marge de manœuvre sur le plan fiscal. Non pas que les impôts soient trop élevés, mais c'est bien plus d'impôts, où il y a presque plus d'impôts. Et donc, par conséquent, nous sommes liés. Et donc, en effet, vous avez raison de dire qu'il peut y avoir un problème budgétaire, mais si on dit ça, on ne fait plus rien. C'est-à-dire, on arrête tout. C'est-à-dire, on ne revalorise pas la carrière des fonctionnaires territoriaux, et donc on ferme les services publics. Il faut être clair. Bon, donc voilà, c'est ça le truc. Et donc, il y a une responsabilité collective, à la fois de l'exécutif national et évidemment des exécutifs locaux sur cette question. Après, derrière, il y a en effet des différences de moyens qui peuvent être observées entre différentes collectivités. C'est pas nouveau, hein, c'est ancien. C'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes de péréquation. Alors, ils marchent plus ou moins bien, ils ne marchent pas de manière idéale, ils fonctionnent quand même et il faut sans doute les améliorer. Mais vous voyez, il y a quand même le montant global, si vous voulez. Avant de répartir, il y a quand même le montant global. Et là, il y a une responsabilité collective. Moi, je regrette que nous n'abordions pas les sujets de ce point de vue, de cette façon-là. Puisque, en fait, on saucissonne en fait, les problèmes et on n'arrive pas à les aborder de manière globale. Mais de toute façon, il faut être clair. On ne gardera pas le niveau de service public, notamment au niveau local, que nous avons aujourd'hui, s'il n'y a pas un effort important qui est fait globalement sur à la fois la rémunération et la qualité de vie au travail de nos agents. On n'y arrivera pas. Il faut que les Français, tout le monde, en soient conscients. Après, le gouvernement peut dire le contraire, mais il aura tort. On n'y arrivera pas. Et c'est le message aussi qu'il faut que nous portions. Laurent Bezosi, je voudrais vous faire réagir et puis notamment peut-être aussi, quels sont les choix, effectivement, quand on a dit tout ça, quels sont les choix, les possibilités, hein, quand on se retrouve, il y a certainement des leviers, hein, anticiper la mise en œuvre de cette réforme, ne pas attendre le dernier moment, la dernière année pour la mettre en œuvre, se tourner peut-être aussi du côté des centres de gestion. Je vous ferai réagir et puis je demanderai aussi à Laetitia Lu ensuite de poursuivre. Oui, pour le centre de gestion, je laisserai la parole à Laetitia. Bon, je partage tout ce qui vient d'être dit par Philippe Laurent. Toute évolution statutaire dans la fonction publique territoriale a forcément un impact financier. Après, je voudrais quand même relativiser les choses. On s'est amusé à faire un petit calcul. Si on devait aider les communes de moins de 2000 habitants, alors après, il faudrait affiner parce que le nombre d'habitants ne veut pas dire grand-chose. Il faut mieux parler, je pense, au potentiel fiscal que nombre d'habitants. Mais globalement, si on voulait aider à 50% de la prise en charge de ce surcoût, c'est 40 millions. Bon, 40 millions, peut-être pour un foyer, ça peut paraître énorme. Quand on regarde au niveau du budget de l'État, c'est rien du tout. C'est insignifiant, ces 40 millions. Et je pense que Philippe Laurent se souvient, lorsqu'il a fallu revaloriser les indemnités des élus ruraux, eh bien, il y a eu une dotation spécifique pour cela. Donc, pourquoi ne pas, et c'est là où je le rejoins, en disant qu'il faut qu'il y ait le ministre du budget qui ne soit pas trop loin, pourquoi ne pas faire une dotation aux collectivités territoriales pour la santé et la prévoyance des agents territoriaux, dont je rappelle quand même que catégorie par catégorie, hein, parce qu'évidemment la moyenne ne voudrait rien dire, mais catégorie par catégorie, la moyenne, donc les catégories C, B et A, par rapport à leurs équivalents en fonction publique d'État en termes de rémunération sont plus basses. C'est-à-dire que non seulement dans la fonction publique territoriale, nous avons 70% de fonctionnaires de catégorie C, mais en plus, ces fonctionnaires de catégorie C ont une moyenne de rémunération inférieure aux fonctionnaires de catégorie C dans la fonction publique d'État.
Donc, quelque part, si on veut des services publics attractifs, si on veut des services publics performants, si on veut des services publics locaux qui sont quand même l'interface du quotidien avec nos concitoyens, la question de leur financement se pose au moment où, effectivement, disparition de la taxe d'habitation, au moment où le levier fiscal qui était entre les mains des collectivités territoriales se tarit. Et donc, au moment où les collectivités territoriales n'ont plus, ont de moins en moins de marge de manœuvre sur leurs dépenses et sur leurs recettes. Donc, il faut bien que quelqu'un d'autre vienne alimenter. Et moi, je suis pas forcément. Enfin, l'autonomie fiscale n'est pas l'équivalent de la décentralisation, ou n'est pas l'équivalent n'est pas un marqueur de la décentralisation. Si on prend par exemple les Länder allemands, ils n'ont quasiment aucun levier sur le taux de la fiscalité. Ils ont un levier sur la base, mais peu de levier au niveau du Länders, en tout cas sur le taux. Moi, en tout cas, donc, mais par contre, ils ont plus d'impôts effectivement locaux. Nous, on n'en a plus beaucoup. Il reste la cotisation sur les entreprises, et il reste en gros la taxe sur les propriétaires. Donc, il faut bien que l'État compense. Alors, juste une comparaison quand même sur 40 millions, ce que ça représente. Alors, j'ai l'habitude de le dire et n'y voyez aucune approche anticléricale ou quoi que ce soit de tel, mais le financement du culte alsacien et mosellan, c'est 60 millions d'euros par an, issus du Concordat. Là, on parle de 40 millions. Donc, on parle de sommes qui, dans les deux cas d'ailleurs, ce sont des sommes extrêmement faibles au regard du budget de l'État qui s'exprime en centaines de milliards d'euros. Si on prend que le budget, si on rajoute la sécurité sociale, on est au-delà de 1000 milliards. Merci Laurent pour ces précisions. Donc dans les possibilités, justement, je me tourne vers vous, Laetitia. On parle de l'importance du rôle des centres de gestion pour accompagner les petites collectivités, mais pas que, j'allais dire, pas seulement. Il y a tout un enjeu d'anticiper ce qu'on se disait, la mise en œuvre de cette réforme. Et donc les centres de gestion peuvent être justement des facilitateurs en fait pour ces collectivités. Oui. Alors, les centres de gestion, ils sont facilitateurs à plusieurs titres. Alors, le premier, en termes d'anticipation, c'est que les centres de gestion ont les données sociales des collectivités et donc ont la capacité de montrer aux opérateurs et aux employeurs en fait où va le risque maladie, où vont les arrêts, et de faire un petit peu de prospective. Donc, enfin, état des lieux et prospective. Ça, c'est le travail des centres de gestion quand ils collectent le RSU et qu'ils en mettent à disposition des collectivités des analyses. Ça, tous les centres de gestion le font. En termes d'anticipation. Après, ils sont un outil intéressant pour les collectivités parce que on l'avait évoqué tout à l'heure rapidement, on a parfois une problématique de connaissance technique du sujet. Et puis des employeurs qui peuvent se trouver un peu démunis en se disant mais moi je sais pas faire, mais comment faire, etc. Et c'est vrai que les centres de gestion ont quand même depuis quelques années acquis cette compétence-là, où ils ont commencé par l'assurance statutaire, qui est je dirais le préalable ou l'ancêtre de la PSC dans le temps. Dans la ligne du temps, et donc les centres de gestion ont cette connaissance quand même qui peut faciliter la mise en place des contrats. Après, en termes, si on parle en anticipation, en dehors des données et de ce qu'on pourrait mettre dans des contrats, on est là à N-1 de l'obligation de participation obligatoire à la prévoyance. Donc c'est vrai que c'est on est mi-octobre 2023, et les centres de gestion vont décider chacun ou selon leurs ententes régionales proposer des solutions aux collectivités sur les territoires, très certainement, pour que les employeurs aient quelque chose à proposer à leurs agents au 1er janvier 2025.
sur la prévoyance. Pour l'instant, je sais qu'on y reviendra tout à l'heure, on est un peu tous dans l'attente des textes, quoi. On a une question, je vais vous la poser tout de suite, d'un élu qui demandait en fait, voilà, si il est possible de prendre le train en marche, si son centre de gestion a déjà mis en place sa convention de participation et de le solliciter après coup. Alors après, ça dépend un petit peu de la date de la remise en concurrence de la convention de participation. Si elle est plus datée que l'ordonnance de 2021, il va falloir attendre. Enfin, le centre de gestion va peut-être en lancer une en parallèle, j'en sais rien, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Toujours est-il que pour les conventions qui ont été relancées depuis l'ordonnance et depuis le décret de 2022, elles ont pris en compte tout ce qu'elles pouvaient du droit existant et même s'il n'y a plus officiellement d'obligation de mandat de la part des employeurs, on ne peut pas intégrer comme ça au fil de l'eau des collectivités sans avoir demandé l'avis à la mutuelle qui est en charge de la prévoyance, qui va peut-être vouloir regarder les statistiques d'absentisme de la collectivité et lui proposer un tarif correspondant. C'est-à-dire que si on a un tarif de n'importe quoi, de 1%, aujourd'hui, une collectivité qui arriverait là courant 2024 en tapant à la porte, aucune mutuelle n'accepterait et n'aurait à accepter de lui appliquer ce tarif-là. Les statistiques seront demandées et observées par les opérateurs. Donc je pense qu'il va y avoir il va y avoir des systèmes trouvés entre les centres de gestion et les opérateurs, mais ce sera pas de l'automatique et sans regard certes bienveillant, mais regard juste quand même de l'opérateur sur les statistiques de la collectivité. Laurent, vous souhaitiez… Je pense. Ouais, juste un tout petit mot parce que je me rends compte que je n'avais pas répondu à la deuxième question que vous m'aviez posée sur l'anticipation. C'est important et c'est vertueux. Pour les dirigeants de collectivités qui nous écoutent, peut-être des élus, leur dire que d'abord, c'est montrer avant que le système normatif s'impose à eux, montrer l'implication qu'ils ont et la préoccupation qu'ils ont de la santé de leurs collaborateurs, de la santé de leurs agents, et quelque part rappeler que la santé au travail est une obligation, une préoccupation qui doit être au cœur des employeurs. Deuxièmement, c'est vertueux également en termes de dialogue social. Anticiper l'appel, quelque part, c'est montrer à vos organisations sociales, syndicales, à quel point vous prenez en compte les problématiques de santé, de bien-être au travail. Donc, c'est une mécanique un peu vertueuse. Et puis, c'est également budgétairement une montée en puissance progressive de ce que, de toute façon, dans quelques temps, 25-26, c'est pas quand même très loin, vous sera imposé. Et en la matière, j'allais dire, bien sûr, il y a les conventions de participation que vient d'évoquer Laetitia, mais il y a aussi la chose la plus simple au monde, c'est-à-dire délibérer une participation sur des contrats labellisés en santé et en prévoyance qui vous permettent de voir venir, de participer dès à présent. Et je rappelle que les contrats labellisés, ce sont des contrats solidaires, c'est-à-dire qui répondent à des normes entre les plus jeunes, les plus âgés, les mieux portants, etc., qui sont fixées par l'État. Et si votre agent souscrit un de ces contrats labellisés en santé ou en prévoyance, eh bien, vous prévoyez de participer à la couverture de tout ou partie de ce contrat labellisé. De nombreuses collectivités aujourd'hui le font déjà, le font parfois de façon supérieure au seuil qui sera réglementaire, vraisemblablement de 15 € en 2026 pour la santé. Et c'est la façon la plus simple et en plus, c'est celle qui, quelque part, eh bien, vous permet d'attendre sereinement, de monter en puissance, de montrer votre implication, votre intérêt pour la question et d'attendre sereinement que l'accord collectif soit transposé en droit normatif et vous permette ainsi d'appliquer une règle. Mais ça sera une règle. Le caractère facultatif aura un peu disparu. Alors que si vous le faites de façon préventive, enfin avant que la règle ne s'applique, c'est vraiment montrer la volonté de la collectivité d'investir sur ce qu'à mon sens elle a de plus précieux, c'est-à-dire son capital humain.
Alors, on a une réaction, vous parliez du dialogue social, et je vais poser la question à Philippe Laurent. On nous demande qu'en est-il de l'obligation de négociation collective avec les organisations syndicales représentatives du personnel au niveau local? Ben oui, ça c'est un autre aspect, un autre aspect de la loi de 2019. En effet. Oui, il en est qu'il y a une obligation de négocier. Mais l'obligation de négocier n'entraîne pas l'obligation de conclure. Ouais. Merci. Oui, c'est clair. Je vous propose de poursuivre. Donc, on parlait de la solidarité. Non, mais je pense, pour aller, non, mais pour quand même aller dans ce sens, je crois que nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans les collectivités. Enfin, en tout cas, la situation est très différente d'une collectivité à l'autre. Il y a des collectivités dans lesquelles le dialogue social est très entretenu et fonctionne de manière de manière positive, voilà, en confiance et en respect. Puis il y a des collectivités, malheureusement, où ce n'est pas le cas, pour plein de raisons, hein, mais en cause personne en particulier, mais pour plein de raisons, éventuellement historiques, etc. Donc, en fait, il y a là aussi une appropriation de la capacité à négocier qui doit se faire, y compris par les employeurs territoriaux, et puis aussi par les représentants locaux des organisations syndicales, hein, parce que c'est pas forcément le cas toujours. Hein, et ça demande de la formation à la fois du côté employeur et à la fois du côté OS. Par contre, ce qui m'apparaît très important, et je vais insister là-dessus, juste un mot, c'est que tout ceci ne doit pas être le seul fait de la direction générale ou de la DRH. Si l'élu, et le maire en particulier, qui est l'employeur, ne s'implique pas, ça ne marche pas. Il y a une responsabilité politique et les syndicats, enfin les représentants des personnels, ont besoin de cela. Et le personnel aussi d'ailleurs, ont besoin de cela. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les maires, notamment, ou présidents de département ou de région, ou présidents d'intercommunalité, il faut qu'ils aient cette conscience en fait de cette responsabilité d'employeur. À l'heure actuelle, pour un service public de qualité, on sait bien que les moyens financiers ne suffisent pas. Ils sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas. Il faut aussi qu'il y ait des agents qui soient compétents, bien formés, et qui soient à même, d'ailleurs, d'affronter parfois des situations qui sont difficiles, avec les usagers, par exemple. Donc, on a besoin vraiment d'un management, puisque le mot n'est pas tabou hein, dans les collectivités territoriales. On a besoin d'un management qui progresse encore davantage qu'aujourd'hui. Je voudrais juste rebondir et puis très rapidement, Laetitia Lu, sur cette question du dialogue social que je viens de souligner, l'enjeu de la formation aussi des parties prenantes. Le centre de gestion peut aussi avoir un rôle à jouer, hein, on l'a précisé, on l'a indiqué sur la slide, en termes justement de dimension sociale, du dialogue social, de la formation aussi des parties prenantes sur ces enjeux. Oui, ça je pense qu'on est assez nombreux à le penser. Les centres de gestion ont cette compétence et les centres de gestion sont capables sur des sujets d'hygiène de sécurité d'assurer des formations en bras armés du CNFPT pour les membres du CST. Et je pense que voilà, on a cette connaissance nationale qu'on partage notamment au sein de la NDCDG. Pourquoi ne pas sensibiliser et former, enfin, les employeurs qui le souhaitent, les organisations syndicales qui le souhaitent, pour être certain qu'on part tous du même niveau en fait de connaissance du sujet. Déjà, bon, en plus on s'enrichit, mais pour être sûr d'avoir une même base sur laquelle justement chacun après dans sa collectivité peut aussi discuter. Voilà, il y a l'accord qui pose des bases, il y a aussi la formation de chacun qui permet d'échanger en fait, d'avoir une langue commune pour se parler. Et ça, les centres de gestion peuvent très bien, chacun sur son territoire, mener ça. Merci. Je vous propose de poursuivre. Il y a pas mal de questions qui nous arrivent, donc je prendrai vraiment du temps sur la fin de la webconférence pour vous les poser. Donc, on en a déjà parlé, hein, on l'a déjà évoqué, de la situation actuelle. Hein, on est encore dans un système justement de participation facultative des employeurs. Philippe Laurent l'indiquait en introduction hein, de cette webconférence. Donc, on va arriver hein, sur une participation obligatoire. Donc justement, on va aller vers une meilleure
protection des agents, avec toujours ce choix. Je pense que c'est important. Laurent, vous insistiez, mais je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, entre la labellisation et la convention de participation en santé et en prévoyance, justement. Et je vais vous redonner la parole. Je pense qu'il est important de le rappeler. Je vous poserai une petite question juste après sur ce point-là, justement. Oui, merci Estelle. Donc, je crois que c'est important. Pour moi, il était important d'avoir une adhésion obligatoire, un contrat collectif à adhésion obligatoire en matière de prévoyance. Je crois qu'on l'a un peu dit, hein, ce risque, il fallait le mutualiser. C'est un vrai risque, indépendant de l'âge. Et donc, à partir de là, je crois qu'il fallait aller sur de l'adhésion obligatoire. En revanche, en matière de santé, qui a un autre risque, ce risque-là est corrélé à l'âge. C'est bien connu dans tous nos modèles. Nous le savons. Le risque, hein, je ne parle pas de sa survenue, mais le risque est corrélé à l'âge. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir des problèmes de santé ne fait qu'augmenter avec l'âge. C'est un risque qui est proportionné à l'âge. Et donc, ce risque-là, il est déjà très mutualisé dans notre pays. 90% des Français ont une couverture santé. Donc, il est naturellement mutualisé. Donc, la plus-value d'une adhésion obligatoire sur un risque qui est déjà couvert par 90% de la population me paraît assez discutable. Et puis, par ailleurs, aujourd'hui, enfin moi, vous l'avez rappelé, hein, je suis très attaché au modèle mutualiste en matière de santé, dans mes engagements, à la fois dans les fédérations, à la MNT. Je trouve que c'est important d'avoir des adhérents et pas simplement des ayants droit ou des bénéficiaires. Si le risque santé, il est à adhésion obligatoire, le contrat santé est à adhésion obligatoire, la mutuelle, elle n'a comme adhérent que la collectivité. Elle n'a plus le bénéficiaire final. Et donc, quelque part, aujourd'hui, dans les mutuelles, dans la mutualité française, vous avez des militants, des hommes, des femmes, qui pensent que s'intéresser à la santé, ce n'est pas simplement s'intéresser à une assurance, c'est aussi mettre en œuvre des actions de prévention, c'est aussi, vous l'avez dit, j'ai des fonctions dans un observatoire, et on était avec Philippe Laurent la semaine dernière, on présentait une étude de l'Observatoire MNT. C'est également participer au débat. Ce sont des hommes et des femmes qui s'investissent souvent sur leur temps personnel et qui participent au débat de société et qui font progresser des idées, des concepts qui étaient totalement absents du débat public, qui aujourd'hui sont à l'agenda et qui sont portés par ces militants-là. Or, demain, les militants des mutuelles sont leurs adhérents. Si demain, le caractère obligatoire, contrat obligatoire, s'étend également à la santé, on casse ce lien entre l'adhérent, le bénéficiaire final et l'organisme de protection mutuelle. Et je crois que peut-être qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la mutualité française, c'est un corps intermédiaire comme les autres, comme sont les organisations syndicales, comme l'était historiquement peut-être l'armée ou l'Église. Et ces corps intermédiaires, ce sont les relais des pouvoirs publics vis-à-vis de la société. Et il me semble que c'est important de conserver ces corps intermédiaires peuplés de militants, de vrais militants, c'est-à-dire des personnes qui sont adhérents directs à la mutuelle. Moi, je suis adhérent direct, ma collectivité participe. Je suis également agent public local. Ma collectivité participe à ma protection, mais me laisse libre de choisir mon contrat labellisé auprès de la mutuelle que je souhaite. Et je crois que cet élément-là est vraiment important sur un risque qui, encore une fois, est globalement ultra majoritairement, 90%, est déjà mutualisé. Et puis, par ailleurs, eh bien, celui qui finalement un peu jeune a envie de courir ce risque parce qu'il pense que, à tort à mon avis, mais il pense que bon, finalement, il aura une prise en charge assez importante de la sécurité sociale, qui là est une adhésion obligatoire finalement. Voilà, laisser une part finalement de liberté aux collectivités territoriales de choisir soit le contrat collectif à adhésion facultative ou obligatoire, soit la participation en labellisation. C'est, je pense, quelque part aussi garder un petit périmètre
de libre administration pour les collectivités territoriales. C'est garder aussi, c'est conserver aussi la liberté pour tout un chacun de, en général, s'assurer, et s'il décide de s'assurer, de choisir l'organisme qui correspond le mieux à ses valeurs, qui porte le mieux ses valeurs. Et donc, il y a une concurrence qui est importante entre d'abord des organismes qui ne sont pas mutualistes et des organismes mutualistes. Mais cette position, elle est aujourd'hui défendue à l'image de ce qu'ont fait les employeurs avec Philippe Laurent, qui ont créé un collectif d'employeurs territoriaux. Autour de la MNT, on a créé un collectif des assureurs mutualistes des agents des services publics locaux, avec 7 ou 8 autres mutuelles, c'est-à-dire normalement des concurrents, mais qui se sont mis ensemble pour essayer de porter un discours unique autour de valeurs qui nous sont communes, et dans le cadre de ce débat sur la PSC, et à nous 7 ou 8, on représente à peu près 90% des contrats aujourd'hui qui sont souscrits par nos collègues de la fonction publique territoriale. Merci Laurent. Alors, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, donc voilà, c'est fait. Parfait, c'est très bien. Se pose une autre question, et elle est remontée également, de comment faire prendre conscience aux jeunes des risques, justement, qui existent, qui sont bien réels, comment les faire adhérer, en fait, et notamment dans le contexte actuel, on le sait très bien, de coût de la vie qui est élevé. Laetitia, peut-être, si je vous laisse la parole, et puis Philippe Laurent, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Alors, à cette question que je crois qu'on se pose tous, où sont les jeunes, je pense qu'il y a un faisceau d'actions possibles, et il y en a certainement d'autres qu'on va trouver ensemble. Il y a le côté je vais te faire prendre conscience des risques que tu cours. Donc ça, voilà, on a peur, etc. Le problème, c'est que là, on va se heurter à un biais très connu qui est c'est toujours pour les autres. Donc plus compliqué. Moi, je suis assez tentée par une approche solidaire. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui, on parle tous de sens au travail, etc., etc. À quoi je sers dans la société, qu'est-ce qu'on a, comment je peux être utile au monde aujourd'hui. On est, on se dote de RSE, de projets de ce type-là dans beaucoup de structures. Nos jeunes, mais pas que nos jeunes, ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin de vivre au quotidien la solidarité. Ils ont quand même choisi le service public du dernier kilomètre, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être comme ça qu'on les fera arriver d'ailleurs. Et donc je pense qu'il faut aller sur la voie de la solidarité vécue. Et la solidarité vécue, c'est regardez avec cette mutuelle, on organise des ateliers, je sais pas, pour lutter contre l'électronisme entre jeunes et vieux. Venez expliquer aux vieux adhérents ou aux vieux agents là, aux plus âgés, comment on utilise tel ou tel réseau social. Venez, apporter ce que vous savez vous en tant que jeune. Mettons en place, si on le souhaite, du mentorat. C'est quand même très très poussé en ce moment. Il y a parfois même des ateliers, ça fait rire quand je raconte ça à mes collègues, mais des ateliers de tricot qui sont organisés par une mutuelle ici représentée dans le sud. En fait, tout ça lutte contre la désinsertion professionnelle et sociale qui sont intimement liées. Et je pense que nos jeunes, on leur proposerait ça. Oui, ils voudraient bien faire partie du collectif. Alors, moi, je pense à la solidarité vécue. Merci pour ce retour. Philippe Laurent, et je vais vous faire également réagir sur cette question de la solidarité intergénérationnelle aussi. Écoutez, j'ai à peu près la même réponse, naturellement, que Laetitia a lu. Je ne peux pas dire autre chose. Après, c'est une question... voilà, je pense que ça ne suffira pas, tout de même. L'appel à la solidarité, ça ne suffira pas. Mais bon, voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, on ira vers l'adhésion obligatoire par délibération après négociation, comment dirais-je, sociale, quoi. On ira. Je pense que c'est la seule voie finalement. En tout cas, en ce qui concerne la prévoyance, parce que comme on l'a dit au départ, sur la santé, c'est tout à fait différent. Mais voilà, donc
Donc voilà, enfin, je pense que Oui, bah justement, c'est- on va faire le lien avec. On voulait justement vous poser cette question et vous faire participer, savoir si vous étiez justement favorable à la mise en place d'un contrat à adhésion obligatoire. Donc, on va vous laisser le temps de répondre donc à cette question. Et puis, donc en attendant les réponses, on va poursuivre. Il y a beaucoup de questions, je ne vous cache pas, Monsieur Laurent, sur l'accord du 11 juillet dernier. Donc, on va y venir tout de suite. Pour d'abord rappeler les principales dispositions de cet accord, notamment du coup en prévoyance, pour commencer. Oui, on lit. Non, mais je sais pas. Alors, simplement, donc il y a des avancées qui sont importantes, qui ont été en matière de prévoyance, justement, qui vont dans ce sens d'un renforcement de la solidarité. On parlait du contrat d'adhésion obligatoire en prévoyance. Alors, la question de l'adhésion des contrats d'adhésion obligatoire, elle est directement liée à la capacité de l'employeur à prendre en charge un certain niveau de cotisation. D'accord? Alors, voilà. Enfin, moi, pour vous donner un exemple, dans ma collectivité, l'adhésion, enfin, comment dirais-je, la participation de l'employeur à la prévoyance, elle est pas loin de 100% pour les plus basses rémunérations. C'est-à-dire qu'en fait, elle est forfaitaire au niveau de, enfin, on va dire 90%, histoire de, bon, juste responsabiliser un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est le schéma qu'on a choisi. Mais on n'est pas en adhésion obligatoire, encore. Enfin, alors justement, on va y venir. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? On va y venir. On voulait rappeler quand même les principales dispositions de cet accord, justement en termes d'avancées qui vont dans ce sens d'un renforcement de la solidarité. Donc une participation qui serait plus importante de l'employeur en prévoyance. Ça, c'était un point d'achoppement dès le départ. Donc effectivement, tout est indiqué. Et puis, la fixation d'un cadre de provisionnement des risques en matière de prévoyance. Ça, je vais faire réagir Laurent sur ce point-là. Je voulais aussi revenir un peu sur la solidarité intergénérationnelle. Je réagis tout de suite sur le provisionnement. Alors, c'est un peu technique, pardon, mais on peut espérer qu'avec la mutualisation du risque, les opérateurs baissent le coût de ces assurances. Mais en fait, il y a quand même un frein. Alors ce frein, il n'est pas malheureusement entre les mains du législateur français, puisqu'il est entre les mains de l'Union européenne. C'est la question des provisionnements pour ces risques. Alors c'est très important parce que les organismes assurantiels sont aujourd'hui assujettis à une règle qu'on appelle solvabilité 2. Alors c'est un peu l'équivalent des règles bancaires Bâle, vous savez, 1, 2, 3, c'est un peu pareil. Et en fait, ce sont des règles comptables qui obligent à provisionner. Dès que le risque est devenu réel, on doit provisionner, mais on doit provisionner sur la totalité du risque. Et ces provisions, ce sont des dépenses en réalité. Alors, c'est des dépenses d'ordre, ce ne sont pas des dépenses réelles, bien sûr, mais ce sont des dépenses d'ordre qui viennent impacter ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Or, pour qu'un organisme assurantiel puisse exister, il faut que son ratio de solvabilité soit supérieur à 100%, donc à un pourcentage de ses recettes. Et évidemment, quand vous augmentez vos dépenses, même par des écritures d'ordre, vous baissez votre ratio de solvabilité, ce qui fait que par ce jeu simplement comptable, il y a un risque que les opérateurs n'arrivent pas à baisser leurs tarifs parce qu'au même moment où à chaque fois que l'on rentre en fait des contrats en prévoyance, notre niveau de provisionnement sont obligés d'augmenter dans des proportions extrêmement importantes. Donc, je suis désolé, c'était un petit peu technique, mais c'est important, je crois, qu'on arrive tous à travailler sur ce sujet avec les instances, avec le régulateur français, c'est la CPR qui dépend de la Banque de France, mais également avec le législateur européen pour essayer d'avoir un travail sur ces provisionnements qui ne sont pas de la vraie monnaie, mais qui sont néanmoins des charges qui ne sont pas réelles, mais qui sont des charges comptables et qui font que peut-être les opérateurs auront du mal
à diminuer le montant des cotisations, alors qu'en réel, il pourrait le faire s'il n'avait pas cette obligation de provisionnement. Pardon, je voudrais juste un mot quand même sur la solidarité intergénérationnelle, parce que j'ai salué, je crois, de façon extrêmement importante l'accord collectif du 11 juillet. Il y a néanmoins dans cet accord collectif un élément qui me semble aller contre cette solidarité intergénérationnelle, alors que justement, il voulait le promouvoir. C'est le fameux coefficient de multiplication entre le plus jeune adhérent et le plus ancien. En santé, je vous ai dit que le risque était lié à l'âge. Et donc, on a voulu limiter, si vous voulez, l'effet âge sur le contrat. C'est-à-dire qu'entre un contrat d'un très jeune collègue et le contrat d'un collègue à la retraite, le coefficient multiplicateur aujourd'hui pour les contrats labellisés, il est de 1 à 3. C'est-à-dire que pour un contrat de 20 euros, pour des protections identiques, pour un jeune, pour un plus âgé, ça sera 60 euros maximum. L'accord a voulu ramener ça de 1 à 2 en disant on va rester à 20 et le plus âgé, il aura 40. Sauf que ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. Ce qui va se passer, tout simplement, eh bien, c'est que le plus âgé, on va le mettre à 60 pour que le jeune il soit à 30 et non plus à 20. Donc en réalité, c'est, pardon de le dire, et pardon de le dire peut-être devant Philippe Laurent qui va peut-être réagir, mais c'est pas une bonne idée, ou c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on a voulu moduler, limiter l'augmentation des contrats des plus anciens en se disant on fait que 1 à 2. La réalité, c'est qu'on va exclure de nouveau les plus jeunes parce que en réalité, on va non pas s'étalonner sur le contrat du plus jeune, mais sur le contrat du plus âgé qu'on va diviser par 2. Voilà. Et donc, je crois que ça, pour nous en tout cas, pour tout le collectif hein, des assureurs mutualistes de la fonction publique territoriale, unanimement, on dit que, allez, peut-être entre 2 et 3, il y avait peut-être un mi-chemin, on était prêt à le faire. Et on était prêt à le faire en conservant justement les montants pour les plus jeunes. Mais là, de 1 à 2, c'est très simple, il n'y a aucun parmi nous, parmi les 7 qui sont membres de cette coordination, qui vont conserver le montant qu'ils ont aujourd'hui pour les assurances pour les jeunes. Et donc, ça veut dire que tout simplement, eh bien, ça n'aura aucun effet sur les plus anciens. Par contre, ça en aurait fait d'éviction pour les plus jeunes. Je parle bien sûr de la santé, hein, je parle pas de la Alors, avant de donner la parole tout de suite à Philippe Laurent pour réagir, simplement, donc voilà, on a rappelé hein, sur la slide les principales dispositions pour l'instant en santé, sachant que les négociations vont se poursuivre. Vous aurez le support, on vous enverra le support PowerPoint par mail, voilà, donc pour information, et je laisse la parole à Philippe Laurent. Oui, non, mais je sais très bien ce que dit Laurent et je comprends parfaitement le raisonnement qu'il tient et le raisonnement économique hein, et puis la réalité des choses. Hein. Alors vous savez, ce sont des discussions, des négociations. Les négociateurs du côté employeurs territoriaux ont cru devoir donc mettre ça en place et s'engager là-dessus avec les organisations syndicales qui, voilà, ben c'est comme ça. Hein. Donc il faut en tirer les conséquences après sur le niveau de participation des employeurs ou sur le renchérissement des coûts. Enfin voilà, ça va. Mais je suis d'accord sur les faits, hein, il n'y a pas de... Ah, ouais, bon, voilà. C'est une volonté qui a été affirmée. Maintenant, il faut que chacun en tire les conséquences et en subisse aussi d'une certaine manière les conséquences. Moi, j'ai cru comprendre que dans la transposition réglementaire, donc le gouvernement s'interrogeait aussi sur la question. Seulement, le problème, c'est que c'est dans l'accord. Donc après, soit le gouvernement dit, mais de toute façon, votre accord, c'est indicatif, moi je veux bien, mais je vais proposer des textes qui ne correspondent pas tout à fait à l'accord, sur ce point-là, éventuellement sur d'autres. Et à ce moment-là, évidemment, ça pose problème sur, comment dirais-je, la capacité, comment dirais-je, le respect du dialogue social. Donc je ne sais pas comment ça va se passer de ce point de vue-là. J'attends de voir quelles seront les propositions qui seront faites par le gouvernement. Je sais que le travail est en cours, a commencé, c'est la direction générale des collectivités locales qui pilote ça, mais je n'ai pas, pour l'instant, vu aucun des projets de texte qui doivent être pris à la suite de cet accord. Et j'espère que ça viendra rapidement, parce que je ne voudrais pas que nous soyons, après avoir été en avance sur le plan dialogue social, que nous soyons en retard sur le plan mise en œuvre par rapport à la fonction publique d'État.
Alors, ce qui nous amène justement à cette question de savoir où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui. Il y a plusieurs questions qui nous sont posées et je vais me tourner vers Laetitia Luc pour savoir justement, donc on est en attente de transposition de cet accord, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais on a engagé déjà des choses, est-ce qu'il faudra par exemple casser son contrat? Question qui nous est posée. Casser, je ne crois pas, puisque même cet accord-là, dont on attend la transposition en droit positif, prévoit qu'il y aura des mesures transitoires. Donc, le droit positif qui en découlera prévoira les cas de convention en cours, de participation via labellisation en cours. Tout ça sera prévu dans les textes. La question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est pour les employeurs qui ne souhaiteraient pas attendre peut-être les quelques mois du droit positif ou qui se disent ils viendront jamais ces textes, je vais me lancer maintenant. Puisqu'on n'aura pas donc les recettes pour l'accord. Donc en ce moment, en fait, on a un état du droit qui se partage entre le décret de 2011 et sa circulaire d'application sur les aspects très pragmatiques en fait de la mise en concurrence, des critères d'attribution, etc. Et puis on a les minimums vitaux de l'ordonnance de 2021 et du décret de 2022 sur les garanties minimales en santé, en prévoyance et les montants de référence qui portent à 7 € la participation et 15 € pour la santé. Pour l'instant, on n'a que ça. Et sur la prévoyance, que c'est la plus pressée quand même, c'est vrai que le décret et l'ordonnance vont moins loin que l'accord, puisque on est sur 90% du traitement brut indiciaire et 40% du RI, alors que l'accord va sur 90% de la rémunération. Voilà, globale. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc pour l'instant, il faut utiliser uniquement ces textes-là. Si on veut pas attendre, si on désespère d'avoir la transposition de l'accord qui arrive à temps pour 2025. Merci pour ces précisions. Il nous reste 3 minutes. Donc, dans ce laps de temps, je vais essayer de vous faire, de vous poser un maximum de questions en réunissant aussi les thématiques. Alors, il y a une première question qui nous a été posée tout de suite, d'ailleurs. Quid de l'accord État en matière d'invalidité et du risque de rupture de l'égalité avec le versant territorial? Monsieur Laurent. Ah, oui, bien sûr. Alors, c'est quoi l'égalité avec le versant territorial et le versant État? C'est quoi l'égalité? Dans la territoriale, nous ne pouvons jamais faire mieux que dans l'État. Et l'État peut faire mieux que dans la territoriale. Vous voyez, par exemple, l'histoire de la prime. Bon, les fonctionnaires territoriaux, certains la percevront dans les mêmes conditions que les fonctionnaires d'État, si la collectivité délibère en ce sens. D'autres la percevront, mais pas pareil, moins, et d'autres la percevront pas du tout. Donc, en réalité, voilà, nous revendiquons le fait que la protection sociale complémentaire des agents territoriaux peut être, pas partout, parce que ça, c'est l'autonomie de gestion, mais peut être dans telle ou telle collectivité supérieure au niveau qui est atteint par les fonctionnaires d'État ou même par les fonctionnaires hospitaliers. On revendique ça. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça ne sera pas la même chose partout. Ça peut être la même chose partout, éventuellement, s'il y a un accord collectif au niveau national, mais qui fixe à la fois des minimums et des maximums, mais qui fixe même des montants fixes. Pourquoi pas? Ça pourrait être le cas. Mais on n'est pas assez mûr pour ça. On n'est pas assez avancé dans la qualité du dialogue social et surtout, dans l'engagement que peuvent prendre les représentants des employeurs territoriaux à l'égard de l'ensemble des employeurs territoriaux. Voilà. S'il n'y a pas de texte. Voilà. Donc, le ministre Guérini a assuré pour lui, il souhaite respecter l'esprit de la négociation qui a eu lieu. C'est-à-dire que la transposition soit la plus correspondante possible à l'accord et soit donc déconnectée de ce qui se passe au niveau de l'État. Maintenant, comment les choses vont se passer, je ne sais pas. Nous allons essayer, nous en tout cas, de défendre la spécificité
de la territoriale et de défendre l'idée que les territoriaux peuvent, sur certains points, être traités différemment des fonctionnaires d'État. Donc, on a beaucoup de questions sur à quel moment l'accord sera transposé en droit positif. Est-ce qu'on a des dates est-ce qu'on peut avancer des dates donc, la réponse est claire. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'engagement pris par l'administration. Une autre question, donc que fait-on des conventions qui se terminent cette année? Laurent ou Laetitia? Pour celles qui se terminent, on va dire, quelle année? Enfin, pour celles qui se terminent en 2023, on peut peut-être les prolonger d'1 an. Hein, les textes, enfin l'état du droit nous le permet. Donc celles qui avaient voilà une fin là au 31/12/2023 peuvent être prolongées d'1 an. Ça c'est faisable pour gagner un petit peu de temps. Et pour celles qui se terminent fin 2024, là, je pense qu'il faut, voilà, on a parlé d'anticipation, de regarder ces données et de commencer à réfléchir dans le cadre du dialogue social sur le sujet. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire maintenant. À droit constant, c'est pas grave. Et l'accord viendra, quand il sera transposé, donnera des quelques marges différentes, voilà, qu'il apporte. Laurent, vous souhaitiez réagir? Oui, sur la première question, elle me paraît fondamentale. Je crois qu'on ne doit pas viser l'égalité parce que sinon, il n'y a plus de raison d'être de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. On est dans des situations différentes et on doit viser simplement l'équité. Et quel était notre besoin pour les territoriaux par rapport à l'État? Je crois l'avoir dit en début. Nous, la réforme, l'incapacité, l'invalidité, c'est une réalité pour les collègues de la fonction publique territoriale, alors que pour l'État, sauf quelques ministères, les ministères police armée, c'est comme nous. Mais pour les autres, c'est pas une vraie préoccupation parce que nos collègues sont rarement réformés parce que le ministre n'a pas d'intérêt à réformer ces agents. De toute façon, ils sont toujours imputés sur son budget ministériel, alors que en fonction publique territoriale, une collectivité qui réforme n'a plus l'agent. Donc, nous, il y avait une urgence vraiment à protéger les collègues en matière notamment d'invalidité et en matière de prévoyance. Voilà pourquoi on est allé vite sur la prévoyance, alors que nos collègues de l'État viennent d'obtenir en prévoyance, en gros, le cadre normatif que nous avons nous aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose autour de 7 €, hein, c'est-à-dire ce qui prévalait à l'accord collectif. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. On aura une participation de 50% sur le contrat en fonction, bien sûr, des revenus. Voilà, je crois qu'on ne peut pas non plus mener tous les combats au même moment. Ce risque-là était réel. Après, vous ne ferez pas dire effectivement que la santé d'un fonctionnaire territorial ne vaut pas la santé d'un fonctionnaire d'État. Et donc, à terme, il y aura une convergence. J'en suis convaincu. Mais pour nous, en termes d'agenda, il y avait, je crois, une urgence vraiment à régler ce problème de risque prévoyance. Et il y a un débat à ouvrir, à mener avec les organisations syndicales, avec les employeurs territoriaux, avec les organismes mutualistes qui ont la connaissance du marché, du secteur, à mener sur la partie santé pour effectivement petit à petit progresser, parce qu'on n'a pas parlé, mais la santé est quand même la partie très absente de cet accord collectif. Mais encore une fois, on ne peut pas tout traiter. Il fallait traiter l'urgence, ça a été fait. Et demain, ça sera les discussions futures, ça sera d'avoir en gros un panier de garanties en santé qui se rapproche, encore une fois, tout n'est pas comparable, mais qui se rapproche de ce que nos collègues d'État ont eu dans leur accord interministériel de 2021, je crois, où il y a des garanties en matière de santé pour les appels d'offres qui vont être lancés à l'État, qui sont extrêmement élevés et qui ne correspondent pas à un panier moyen de 30 €. On ne va pas se mentir ici. Mais voilà, encore une fois, pour nous, la priorité était là. Pour nos collègues de l'État, elle n'était pas là. Donc voilà, à chacun ses priorités. Mais par contre, je partage tout ce qu'a dit Philippe Laurent. C'est vrai que cette disposition du Code de la fonction publique, je trouve qu'elle est extrêmement maladroite, qui prévoit qu'un fonctionnaire territorial ne peut pas être mieux traité qu'un fonctionnaire d'État. Je trouve que cela a vécu. Ça symbolise bien un État jacobin, celui des années 70-80, sans doute.
Mais je trouve qu'il faudrait revoir cette formulation qui, à mon sens, n'est plus vraiment d'actualité. Je considère que tous les trois versants de la fonction publique ont leur intérêt, et expliquer comme cela, un trait de plume, que de toute façon un fonctionnaire territorial ne peut pas être mieux traité qu'un fonctionnaire d'État, dans l'idée, dans l'imaginaire collectif, ça ramène toujours au fait que la territoriale serait un petit peu moins valorisante ou valorisée, alors que je pense que les missions, on a bien montré sur ces dernières années, où vous parlez des missions du dernier kilomètre, c'est une mission essentielle à nos concitoyens. Et je trouve qu'il devrait y avoir une réflexion sur comment réécrire, on comprend bien ce que ça veut dire, mais comment peut-être réécrire cette disposition du statut qui me paraît aujourd'hui très datée. Eh bien, on va conclure sur ces paroles de Laurent. On a dépassé de quelques minutes, mais c'est ce que je disais en introduction, c'est un sujet riche et de toute façon, on reviendra vers vous avec un nouveau rendez-vous, certainement pour suivre aussi la transposition de cet accord, ce que ça donnera concrètement. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci, un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette webconférence. Un grand merci à nos intervenants. Merci beaucoup Laetitia Allu, merci beaucoup Laurent Bézosi et merci beaucoup Philippe Laurent pour toutes ces informations, tous ces éclairages. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous nous en voudrez pas, on a abordé déjà beaucoup de choses. Sachez que VK continue de vous accompagner via son service VK en ligne expert. Alors n'hésitez surtout pas à leur poser vos questions. Et puis on vous dit à bientôt et merci encore. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.